Je suis Monsieur Nikoto Loïc Albert, rapporteur de la sous-commission réforme et organisation de l'État. Revenez peut-être sur les grandes lignes qui ont été retenues dans votre commission. Bon, la sous-commission réforme et organisation de l'État a planché ou a proposé, si vous voulez, des solutions par rapport aux mots qui minent l'administration. Pour en rappel, nous avions trois grandes thématiques. Nous devions réfléchir sur le fonctionnement de l'administration centrale, ensuite sur la question de la décentralisation et enfin sur le culte et religion. Alors, s'agissant du premier thème, que révèle le diagnostic? Le diagnostic révèle que notre administration, parce que pendant longtemps, elle a été politisée, beaucoup de choses ont été biaisées. Dès lors que la vie de tout agent public commence par le recrutement, mais les critères étaient subjectifs. Dès lors qu'il s'agit tout simplement de la loyauté politique qui a prévalu au lieu, par exemple, de la compétence. Donc, cela a entraîné pas mal de problèmes parce qu'aujourd'hui, les effectifs pléthoriques que nous enregistrons dans l'administration, cela trouve son explication dans cet aspect. Donc, on a l'administration qui est censée être neutre, qui est censée mettre à la disposition du citoyen un service public de qualité, s'est retrouvé maintenant avec une attitude partisane. On pouvait quitter son poste pour des raisons politiques sans que ça ne gêne quiconque. Donc, cette situation amène à ce que nous revenions aux fondamentaux. Donc, il s'est agi dans notre sous-commission de voir les mécanismes à mettre en place pour que nous retrouvions une administration professionnelle, une administration compétente, une administration exemplaire. Et quitte à ce que nous passions par la case sanction, parce que les commissaires sont revenus là-dessus, que c'est l'une des administrations où la sanction n'est pas une culture, n'est pas quelque chose qui était envisagé. Il est temps que nous puissions rompre avec ce laxisme et que l'agent public qui n'observe pas les règles de déontologie puisse désormais répondre de ses actes. Sur tout autre plan, en parlant un peu de décentralisation, nous avons constaté que les lenteurs liées à la mise en place effective de la décentralisation ont été expressément entretenues par la cause que j'évoquais tantôt. Parce que, il semble-t-il qu'il y ait une peur injustifiée de ce que l'autorité locale pourrait être très connue ou plus connue qu'une autorité, une autorité centrale. Donc cela a fait en sorte qu'on puisse se retrouver dans des schémas compliqués. Alors, maintenant que nous avons besoin de décoller, maintenant qu'il est important que les collectivités locales puissent avoir des ressources propres, il est important que nous puissions décentraliser et voir dans quelles conditions, par le mécanisme de la péréquation, que les collectivités puissent avoir des ressources suffisantes afin d'autofinancer un minimum de développement en termes d'infrastructure, en termes même de gestion des ressources humaines. Donc, c'est vers ça que nous tendons. Et enfin, en ce qui concerne la question de culte et religion, les Gabonais ont mis en exergue le fait qu'il y a trop d'églises. Ce n'est pas pour remettre en cause un principe constitutionnel qui veut qu'il y ait une séparation nette entre l'Église et l'État. Mais il est important
eu égard à la prolifération des églises, eu égard au fait que quelqu'un qui est arrivé hier sans formation aucune, qui est arrivé, qui est locataire dans une chambre, du jour au lendemain, au fait, sa chambre devient une cellule de prière, et un peu plus tard, au fait, c'est lui qui déloge le propriétaire pour que cette maison-là soit transformée en cellule de prière ou en église. C'est le phénomène que nous observons. Donc, on a vu des cases d'écoute, voilà. Voilà. Donc, il a été recommandé que quand même, et désormais, que l'ouverture d'une église puisse répondre à certaines conditions. Qu'on puisse s'assurer que, notamment en termes de conditions, bien de critères, si vous voulez, si vous le voulez bien, c'est que l'église en question puisse disposer d'un espace suffisant afin d'avoir un parking, afin de pouvoir construire un bâtiment dans des normes. On a également aussi la formation des responsables des églises. Il faudrait bien qu'ils aient une formation qui puisse justifier d'une formation afin d'être à la tête de ces églises. Ça va permettre de ralentir, de freiner un peu cette ouverture anarchique des églises. On doit vous libérer, mais j'ai rapidement une question par rapport aux critères. Quels sont les critères rigoureux qui ont été mis en place justement de l'administration publique pour ne plus avoir ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, sinon ce que les populations ont dénoncé? Et en même temps, est-ce qu'il y a que l'église qui pose problème? Est-ce qu'on n'a pas regardé les Mbanja et puis il y a également, je crois, les musulmans? C'est une question vue dans sa globalité. C'est pas parce que nous parlons seulement de l'église. Voilà. Non. Là-dedans, on a regardé aussi l'aspect de mosquée. On a regardé les Mbanja, les féticheurs, etc. Tout ça, il faut réglementer parce qu'en fait, les abus ne sont pas observables uniquement au sein des églises. Aussi dans les Mbanja, vous avez des féticheurs, vous avez des personnes qui sont dotées de certaines capacités, de telle sorte qu'ils exercent facilement une emprise sur des individus naïfs, donc très influençables. Donc c'est tout ce beau monde-là qui est concerné par ces dispositions. Donc les mesures, les critères qui sont envisagés, on parle même en termes de recensement d'abord. Sur toute l'étendue du territoire, il faudra recenser tous les lieux de culte et identifier tous les dirigeants afin d'avoir des chiffres fiables. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on aura un cadre juridique approprié, l'autorité publique pourra s'approprier du dossier pour regarder quels sont les lieux de culte qu'il faudra fermer, qui ne répondent pas aux conditions, et puis celles qui pourront normalement continuer leurs activités. Voilà. Dans l'administration, 2 ou 3 critères qui ont été mis en avant. Dans le cadre de l'administration, il faut que le statut désormais de l'agent soit révalorisé. Et pour qu'il soit révalorisé, il faudrait que les critères soient désormais les critères de compétence, d'accord? Critères de compétence et le mérite. Vous avez un agent qui a ses réseaux, qui à travers ses réseaux se retrouve avec un véhicule que sa catégorie ne lui permet pas normalement d'avoir. Donc il est temps d'arrêter tout ce désordre, que l'on définisse un type de véhicule à chaque catégorie, à chaque type de responsable. Si on parle par exemple des secrétaires généraux, on parle par exemple des directeurs généraux, qu'ils aient le même type de véhicule. Mais pas que par exemple un directeur adjoint se retrouve avec un V8, d'accord, un VX, pendant que au fait son chef direct a un Duster. C'est des choses qui sont observables. Et puis pour réduire le train de vie de l'État, c'est un moyen que l'État met à la disposition d'un agent, d'un de ses agents. Donc ce n'est pas à l'agent de choisir son véhicule. Pour le temps que vous avez accordé. Merci. On vous a pris